Alors, bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Je suis Vincent Garnier, responsable du site lepetitjournal.com à Madrid et à Barcelone. Vous êtes progressivement en train de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire intitulé Où étudier après le bac? Toutes les bonnes raisons de choisir l'Espagne. Vous êtes assez nombreux, vous êtes inscrits puisqu'on a près de 70 personnes qui ont souhaité participer au webinaire. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Noémie Fréchet, experte des études supérieures en Espagne chez FE Educ, et nous allons donc aborder cette thématique. Auparavant, donc on a progressivement les personnes qui sont en train de se connecter. Je vais vous expliquer. Vous avez vu à votre droite, vous avez une petite colonne avec un chat. Il y a déjà certaines personnes qui ont commencé à mettre des messages. Moi, je vous mets un petit coucou. Bonjour à tous, pour que vous puissiez voir où se situe cette interface. Et je vous invite vraiment tout au long de ce webinaire, on est ensemble pour une bonne heure, de faire remonter toutes les questions que vous souhaitez poser à Noémie. Au fur et à mesure, on va les recevoir et je les traiterai au fil de l'eau pour que Noémie puisse apporter les réponses à vos doutes, à vos questions, à vos inquiétudes. Et puis, simplement vous commentez, voilà, là on a déjà près de 35 personnes qui sont connectées sur les 70 qui s'étaient inscrites. Vous dire qu'après, à la fin du webinaire, vous recevrez directement dans votre boîte email un courrier avec le lien pour accéder au replay de ce webinaire. Donc, si éventuellement vous ne pouvez pas rester avec nous jusqu'au bout, ou si vous souhaitez partager aussi ce webinaire avec vos contacts, avec vos proches, n'hésitez pas. Vous aurez l'information dans le mail et avec l'accès à la vidéo qui sera montée sur la plateforme YouTube. Et puis, en attendant, je crois qu'on va pouvoir débuter. Je vais passer la parole à Noémie. Donc, si tu veux bien te présenter, Noémie. Bonjour à tous, merci Vincent pour l'introduction. Bienvenue à vous tous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez un intérêt pour les études en Espagne. Et ça tombe bien, puisque Vincent l'a dit rapidement. Et moi, je suis donc Noémie, je suis experte en orientation et surtout en études supérieures, particulièrement pour les domaines de la France et de l'Espagne. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'évolue dans le monde de l'accompagnement des étudiants et depuis 5 ans spécifiquement sur tout ce qui va concerner les études en Espagne. Pour vous parler un petit peu rapidement de mon parcours, moi j'habite à Barcelone depuis longtemps, ça va faire bientôt 13 ans, mais j'ai quand même un parcours de vie plutôt international. J'ai grandi en partie à La Réunion, en Argentine, j'ai déjà habité en Espagne, aussi en Australie, en France aussi un peu quand même, avant de revenir m'installer ici, donc à Barcelone depuis un certain temps. Moi, je collabore avec FE Educ, qui est la structure de référence pour tout ce qui touche aux études en Espagne. Ça nous permet d'informer, de conseiller, d'accompagner chaque année de nombreuses familles et d'étudiants à travers le monde entier qui choisissent de venir poursuivre leurs études supérieures ici en Espagne. Super, merci Noémie. On a plein de questions à te poser. Simplement, je vous invite, internautes, à nous laisser des petits messages, nous dire un petit peu d'où vous nous suivez. C'est intéressant de savoir aussi cet intérêt pour l'Espagne, d'où est-ce qu'il nous vient? Est-ce que vous êtes en Asie? Est-ce que vous êtes sur le continent américain? Est-ce que vous êtes en Europe? Et comme ça, on va pouvoir vous identifier un petit peu au fur et à mesure. Vous allez nous faire rêver sur les destinations qui sont les vôtres. Nous, on va essayer de vous faire rêver, en tout cas Noémie, sur la destination Espagne en termes d'études. Aurélie nous dit qu'elle est en Angleterre. Merci Aurélie, welcome, bienvenue. Isabelle en Asie, à Singapour, quelle chance. À Singapour, il est soit très tôt, soit très tard. Anouk en Autriche, bienvenue Anouk. Et Edouard Bertussi en Italie, Virginia Johannesburg. Vous voyez, on a une audience vraiment internationale à l'image de notre lectorat et de nos followers au sein du petitjournal.com. Sandy est en France, et oui. Même pour la France, l'Espagne est très attractive. Et d'ailleurs, c'était un petit peu là-dessus que je voulais débuter, Noémie. On observe, voilà, l'Espagne est devenue un petit peu the place to be vu depuis la France. Et ça, c'est une tendance qu'on observe vraiment au cours depuis un certain nombre de mois. Par contre, au niveau des études, je crois que c'est une tendance qui est inscrite depuis plus longtemps. Cette attractivité, ce hub que peut représenter l'Espagne pour les étudiants après le bac. Quels sont les atouts majeurs de l'Espagne pour les étudiants internationaux? Est-ce que tu veux débuter là-dessus?
Ouais, c'est un bon point d'entrée. Effectivement, je pense que tu as raison, Vincent. Ça fait déjà plusieurs années que l'Espagne monte, en tout cas dans les recherches et dans les tendances, notamment d'un point de vue études, pour les jeunes diplômés ou en tout cas les bacheliers post-bac. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des atouts majeurs en Espagne pour ces jeunes-là et pour les gens qui viennent de l'étranger? Clairement, ça va être la qualité d'enseignement. Aujourd'hui, en Espagne, il y a un excellent rapport qualité-prix par rapport au niveau de formation, à la préparation des jeunes pour le marché professionnel dans les études qui sont proposées ici en Espagne. Vous allez souvent avoir des pédagogies qui vont être axées sur de la mise en pratique tout au long de la scolarité et pas juste pendant une période de stage ponctuelle ou spécifique. Et puis, comme on est tous les deux basés en Espagne, on peut le dire, l'Espagne, c'est quand même un cadre de vie qui est plutôt très agréable, je pense. Alors, toi, tu es à Barcelone, tu l'as expliqué tout à l'heure. Moi, je suis basé à Madrid. Barcelone, un gros hub français de toute façon, mais aussi international. Madrid est devenu vraiment une capitale extrêmement attractive, extrêmement safe, c'est vrai aussi, hein, c'est une destination très sûre, mais on observe aussi qu'il y a d'autres destinations en Espagne, notamment toute la côte méditerranéenne, qui sont des zones d'études supérieures universitaires, il me semble. Quelles sont les villes les plus attractives pour faire ces études? Tu viens de le dire, c'est vrai qu'il y a des villes espagnoles qui sont plus attractives parce que jusque-là plus renommées au niveau international. Évidemment, Madrid, Barcelone en font partie, mais le pourtour méditerranéen gagne j'allais dire en puissance, mais c'est le cas notamment de Valence, qui dernièrement a été élue aussi dans les villes les plus agréables à vivre. C'est le cas de villes comme Malaga, où il y a beaucoup de nouvelles universités qui s'implantent pour justement aller développer les opportunités d'études en Andalousie. Il va y avoir des options, par exemple, comme à Alicante, mais il y a aussi des options à Salamanque, à Séville ou dans d'autres villes d'Espagne. Est-ce que le coût de la vie tu nous as dit la qualité, le rapport qualité-prix est particulièrement intéressant en Espagne. Est-ce qu'on a des coûts de vie plus spécifiques sur une de ces destinations et puis aussi le coût des études? Alors, le coût des études peut varier énormément. En fait, en Espagne, il va y avoir un double système qui cohabite. C'est le système des universités publiques et des universités privées. L'un n'empiète pas sur l'autre parce qu'en fait, c'est des modalités d'accès qui sont complètement différentes. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard tout à l'heure quand on va parler spécifiquement des études en Espagne. Le coût de la vie en Espagne peut varier énormément. Effectivement, entre, par exemple, se loger à Madrid ou à Valence, ce n'est pas du tout la même chose que se loger sur une ville comme Alicante ou Malaga, par exemple. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être extrêmement différentes. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le coût de la vie en moyenne en Espagne reste inférieur à celui de la France, quand même, aujourd'hui, même si dernièrement, il y a eu pas mal d'augmentation avec l'inflation. Le budget pour les études, lui, peut être extrêmement variable. Dans les études, dans les universités publiques, vous allez être sur des frais qui peuvent être entre 500 et 2500 euros par an. Pour les universités privées, vous allez être sur des coûts qui peuvent être, en fonction des cursus, entre, allez, on va dire 6 000 jusqu'à 25 000 euros par an en termes de frais de scolarité plus frais de réservation de place. Donc, les budgets sont vraiment très large et ça va varier énormément en fonction des projets. Donc, je répète ce que tu as dit, Noémie. Pour le public, on a un budget, si j'ai bien entendu, qui évolue entre 500 et 2500 euros par an. Sur le privé, c'est plus onéreux, évidemment, et ça peut évoluer entre 6 000 et 25 000 euros par an. Tout à fait. Donc, il y a des grosses différences. Quel est le budget pour le logement, les études, le transport? Est-ce que tu as des chiffres là-dessus? Alors, ça dépendra des villes. Nous, on a beaucoup d'étudiants qu'on accompagne qui choisissent de se loger principalement en colocation. La coloc en Espagne, c'est quelque chose d'institutionnalisé pour tout type d'âge, de niveau, de classe sociale. Donc, c'est vraiment quelque chose vers lequel les étudiants se tournent assez souvent. On va avoir des gammes de prix qui peuvent varier par rapport à ce que nous disent nos étudiants. Par exemple, à Madrid, souvent pour une chambre en coloc, on va être en fonction de l'appart, du quartier, du type de service, mais sur des prestations qui vont être entre 500 et 850 euros par mois. À Valence, ça va être un petit peu moins. Par exemple, on va être plutôt entre 450 et 750. À Alicante, on peut trouver des choses entre 350 et 600 euros par mois. Et Malaga, on va tourner à peu près autour de entre 400 et 600 euros par mois pour des chambres en coloc. Pour tout ce qui va concerner le transport, généralement, les étudiants ont des tarifs préférentiels. Et puis, pour tout ce qui est coût de la vie, je pense qu'on est encore quand même en Espagne. Ça dépend des endroits là encore, mais facile entre moins 20 et moins 40% par rapport à ce qu'on peut connaître en France. Pour vous donner une idée. Encore des chiffres intéressants, moins 20, moins 40% sur le coût de la vie en général entre la France et l'Espagne. C'est pas anodin. En dehors du logement, parce que paradoxalement, les logements sont chers en Espagne proportionnellement aux revenus. Et dans certaines villes, la pression immobilière est vraiment forte. Ça, c'est vraiment un sujet très tendance. Et c'est vrai que c'est notamment le cas à Madrid.
Au passage, tu réponds un petit peu sur deux commentaires qui nous remontent dans le fil du chat, puisqu'on a une personne qui a un projet sur Alicante ou Valence. Donc Alicante, tu nous as dit, c'est la moins onéreuse, 350-600 euros par mois pour le logement, grosso modo. Valence, de 450 à 750 euros par mois. Jérôme, qui a un projet sur Madrid, là, c'est plus cher. Oui, il faut compter pour des colocations entre 500 et 850 euros par mois. Et après, on reviendra sur la question de Jérôme, qui lui parle de reconversion professionnelle. Mais je voudrais rester dans un premier temps sur les différences, sur les atouts aussi de la destination Espagne. Une question qui remonte régulièrement lorsqu'on choisit de poursuivre ses études supérieures en Espagne, c'est est-ce qu'il faut parler espagnol ? Ça, c'est une très bonne question. C'est sûr que venir s'installer en Espagne, parler espagnol, à un moment donné, si ce n'est pas pour la scolarité en tant que telle, ça sera quand même important. Il y a des cursus pour lesquels le fait de parler espagnol va être obligatoire à un moment donné. En Espagne, il est quand même possible de faire des études, évidemment en espagnol pour la majorité des cursus, c'est clair, mais de plus en plus de cursus ouvrent des propositions soit bilingues, soit en anglais, soit en français, au moins sur une partie des premières années. Donc, c'est des choses qui sont envisageables, mais par exemple, on associe souvent l'Espagne, à tort d'ailleurs, avec des possibilités de faire des études de santé. Qui dit études de santé dit stage. Donc, stage en Espagne se feront avec des patients qui vont parler espagnol. Donc, même si on part sur des cursus avec des premières années en français ou en anglais, il va quand même falloir se mettre à l'espagnol parce que pour tout ce qui va toucher aux pratiques réelles dans des cliniques, ce sera avec des patients qui seront donc hispanophones. Donc, il va falloir à un moment donné quand même se mettre à parler espagnol, ne serait-ce que pour l'intégration et pour la qualité de vie au quotidien. Oui, donc on comprend de toute façon, pour avoir un meilleur séjour en Espagne, mieux vaut parler espagnol, même si ce n'est pas indispensable. C'est fortement recommandé pour les études qui auront lieu en espagnol, et non pas ni en anglais, ni en français, ni bilingue, comme tu as évoqué. Est-ce qu'il faut une certification ? Ça dépend des universités. En fait, certaines universités vont le demander. Pour pouvoir accéder, notamment à l'université publique, il faudra une certification officielle, oui, de niveau de langue. D'autres universités vont demander, elles, en fonction des critères d'accès qui leur sont propres, parfois un niveau de langue certifié, soit avec un certificat qui s'appelle le DELE, soit le CIELE, qui sont les deux certifications officielles, soit que l'étudiant réussisse le test que l'université lui fera passer en obtenant un niveau minimum. Ces niveaux minimums de langue peuvent varier puisque chaque université est en capacité d'appliquer, notamment pour les universités privées, son propre critère d'admission. Tu nous as parlé de deux tests, le DELE, donc diplôme d'espagnol langue étrangère, et le CIELE. C'est quoi l'acronyme ? SIELE, ouais, le CIELE, c'est les deux certifications officielles qui sont reconnues en fait par la plupart des universités en Espagne. L'un et l'autre ont le même type de validité. On a souvent tendance à conseiller de passer plutôt le CIELE, mais juste pour des histoires en fait de praticité, on va dire. En fait, le DELE est un diplôme donc, qui est reconnu et qui est valable à vie, mais il y a assez peu de dates de passage d'examen et les délais les temps de réponse pour savoir son niveau sont généralement autour de 3 mois. Le CIELE, en ça, est beaucoup plus agile parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités de le passer, plus de centres d'examen. Il y avait la possibilité de le passer en ligne aussi dans certaines circonstances et généralement, les résultats sont attendus aux alentours de 3 semaines. Donc, ça permet aux gens d'avoir relativement rapidement un retour. Un commentaire qui remonte dans le fil du chat, notamment pour les personnes qui choisissent la Catalogne, Barcelone, mais aussi, c'est vrai aussi, je crois, des destinations comme la communauté de Valence, où on a le valencien, la Catalogne, on a évidemment le catalan. Il y a d'autres communautés autonomes où on a des langues co-officielles. Est-ce que il faut avoir un contrôle de ces idiomes ? Alors effectivement, en Espagne, vous avez le catalan en Catalogne, le basque au Pays Basque et le galicien en Galice, qui sont donc les langues qui sont co-officielles. Ça veut dire quoi d'avoir des langues co-officielles ? Ça veut dire que techniquement, le professeur peut faire cours dans une langue ou dans une autre et proposer ses examens dans une langue ou dans une autre. Pour l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les études de santé, ça veut dire que potentiellement, on va être confronté à des patients qui vont parler, eux aussi, ces deux langues-là différentes. Dans la réalité, les langues sont utilisées, oui, dans certaines communautés autonomes plus que d'autres. Donc, il y a la possibilité quand même de devoir les maîtriser, même si sur le papier et sur le terrain, parfois c'est plus simple dans certaines communautés que dans d'autres. Mais c'est clair que moi, étant basée en Catalogne, donc à Barcelone, le catalan est présent et donc c'est vraiment une des possibilités, oui, de devoir le maîtriser à un moment ou à un autre. Je te fais remonter deux questions qui sont dans le chat, Noémie. Oui. Isabelle nous demande, alors je pense qu'elle fait référence aux cours de langue, elle demande, y aura-t-il des cours dispensés par l'université lors du cursus ?
Alors, ça dépend des universités. Je vous préviens tout de suite. Cours d'espagnol, elle confirme Isabelle, j'entends des cours d'espagnol, bien sûr. En fait, ça va dépendre des cours des universités. Et vous allez voir, je vais très souvent répondre, ça va dépendre, puisqu'en fait, c'est le cas. En fait, selon les universités, je ne vais pas pouvoir vous dire la même chose. Certains cursus ont, oui, la possibilité d'avoir des cours d'espagnol en parallèle, d'autres pas, parce qu'ils partent du principe qu'il faut déjà avoir un niveau minimum. Par contre, la spécificité du système espagnol fait que, généralement, les cours sont regroupés soit le matin, soit l'après-midi. Attention, par contre, avec des horaires à l'espagnol. Donc, le matin, ça peut être jusqu'à 14h30, 15h. Et l'après-midi, les cours peuvent aller jusqu'à 21h30. Mais souvent, ça laisse du coup une demi-journée disponible pour fournir du travail personnel et parfois pour les étudiants qui arrivent en ne maîtrisant pas forcément systématiquement la langue, d'avoir la possibilité, notamment la première année, de prendre des cours complémentaires. Toujours concernant la maîtrise de la langue, Élodie qui nous avait dit, donc elle nous a dit, nous sommes très intéressés par l'Université Polytechnique de Barcelone. C'est ton domaine, enfin c'est ta zone géographique. Et nous aimerions clarifier quelques points concernant les démarches d'inscription. Et elle demande concernant les tests de langue, est-ce que le ELTS ou le IELTS, je ne suis pas sûr, test pour l'entrée est nécessaire. Alors, l'IELTS peut être un plus sur les universités, ça dépendra des cursus. Certaines vont le demander, notamment quand il y a une dimension de langue anglaise, mais ce n'est pas forcément indispensable, là encore. Ça peut être un plus pour certaines universités, mais ce n'est pas obligatoire. Certaines universités préféreront faire passer aux étudiants leur propre test de langue pour avoir une idée de leur niveau. Et parfois, il y a des tests d'anglais, même si c'est pour faire des cursus en espagnol. Donc oui, pour les cursus en anglais, ça peut être un plus. D'avoir une certification. Elles ne sont pas forcément toutes toujours reconnues. L'IELTS peut en faire partie. Certaines vont demander le Cambridge. Donc, ça dépend vraiment, là encore, des universités. Tu as éventuellement la réponse pour l'Université Polytechnique de Barcelone Alors, généralement, je ne vais pas rentrer spécifiquement dans les points de détail sur les démarches d'inscription de telle ou telle université, mais Élodie, n'hésitez pas à nous faire un mail pour qu'on puisse rentrer vraiment spécifiquement dans cette université-là. Après, ça dépend quelles sont les questions, peut-être que je peux y répondre, mais dans ce genre de webinaires qui sont assez généraux, je préfère donner des infos qui puissent parler au plus grand nombre. Par contre, n'hésitez pas à revenir vers nous. Faites-moi un petit mail et on va pouvoir essayer de répondre à vos questions, bien sûr. Donc, je rebondis sur ce que dit Noémie, puisque de toute façon, on va mettre dans le chat les coordonnées de Noémie pour que vous puissiez la contacter. Il y aura son email. Je ne sais plus si on avait prévu de mettre le téléphone aussi, mais de toute façon, vous aurez le moyen de reprendre contact avec elle pour vraiment préciser des projets beaucoup plus spécifiques. Je vois que voilà, on a mis déjà le mail là dans le chat, info@feeduc.eu, où vous pourrez vraiment faire suivre à Noémie toutes les questions plus spécifiques que vous pouvez avoir suite à ce webinaire. J'essaie de reprendre là pas mal de questions qui sont en train de remonter. Quand on a suivi un cursus IB avec des cours en anglais depuis le collège, y aura-t-il un test anglais quand même? Ça dépend des universités, mais oui, souvent, ils vont quand même le maintenir parce que leur processus est défini d'une certaine façon où il va y avoir ces étapes qui sont obligatoires. Mais si c'est effectivement un élève qui a suivi des cours en anglais depuis le collège, le test d'anglais sera une formalité, donc ce ne sera pas quelque chose qui sera bloquant par rapport à la procédure d'admission. Certaines universités peuvent les en dispenser, mais d'autres, elles, vont quand même leur imposer parce que ça fait partie de la procédure. Et toujours dans le fil des questions, Sandy nous demande, le bac français est-il accepté en Espagne? Alors oui, et je vais me permettre de faire une connexion avec une des questions qui était un peu au-dessus, qui était sur l'UNED. Pourquoi? Parce que ça fonctionne ensemble. UNED A6, en fait, est l'organisme qui va homologuer le bac français, qui est un bac européen et qui donc est reconnu pour pouvoir poursuivre des études supérieures en Espagne. Il va falloir passer par cette homologation par le site de UNED A6 pour, en gros, prouver à l'État espagnol que vous avez bien terminé vos études secondaires en France, ce qui vous donnera donc accès à des études supérieures en Espagne. Donc oui, le bac français est accepté, mais il va falloir faire un processus de reconnaissance. Tous les types de bacs sont acceptés, Sandy, pas simplement le bac général. Il est tout à fait possible de venir faire des études de kiné en Espagne en ayant fait, par exemple, un bac FCMG ou un bac ST2S, donc des bacs techniques professionnels. C'est tout à fait possible et envisageable. Après, toutes les universités ne sont pas forcément adaptées au profil de chacun. C'est là aussi tout l'intérêt de passer par quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner pour vous expliquer par rapport à votre projet spécifique quelles vont être les meilleures universités, en tout cas celles les plus adaptées, avec le plus de chances de réussite. La personne, Noémie, qui demandait si on allait présenter l'UNED, je crois qu'elle demande aussi, apparemment, il faut le numéro PAO. Oui, alors c'est un très bon point et je vais me permettre d'avancer un petit peu sur les spécificités des études en Espagne. En fait, en Espagne, le bac tout seul ne suffira pas à accéder à l'université publique. Je vous l'ai dit rapidement en introduction, il y a deux systèmes qui cohabitent en Espagne, les universités publiques et les universités privées.
Les deux sont des systèmes d'enseignement de qualité, c'est juste que les conditions d'accès sont très différentes dans un cas comme dans l'autre. En Espagne, vous allez passer votre bac, vous obtiendrez une note sur 10. En plus du bac, pour pouvoir espérer rentrer dans un cursus spécifique d'une université publique, il va falloir aller passer les épreuves d'accès à l'université, qu'on appelle soit l'EBAU, soit la PAU. Et pour les étudiants de l'étranger, on vous demandera de passer des épreuves complémentaires qui s'appellent les PCE, Pruebas de Competencias Específicas. C'est la même chose, c'est juste que c'est des appellations différentes pour les étudiants qui sont ici en Espagne et ceux qui viennent de l'étranger. L'idée de ces épreuves-là, c'est d'aller chercher jusqu'à 4 points supplémentaires que vous allez venir additionner à vos résultats de notes du bac. Ça vous donnera donc une note sur 14. Cette note sur 14 vous permettra de savoir quelle est votre nota à vous, qui vous permettra du coup de vous poser la question, de savoir si vous avez obtenu ce qu'on appelle la note minimale, qui peut vous permettre de prétendre rentrer dans un cursus spécifique des universités publiques en Espagne. C'est un peu complexe. Donc, vous avez le bac plus les épreuves d'accès à l'université qui viennent se cumuler pour vous donner une note sur 14. Si cette note sur 14, elle est supérieure à la note minimale demandée par les universités publiques en Espagne, vous pourrez proposer un dossier pour prétendre y rentrer. Si vous êtes en dessous, malheureusement pour vous, l'accès à l'université publique ne sera pas possible. Et c'est en ça que viennent cohabiter aussi les universités privées qui, elles, proposent des conditions d'accès qui sont différentes. C'est un peu complexe. Non, je te laisse finir. En fait, c'est un peu complexe parce que c'est deux voies qui sont vraiment deux voies très différentes. Donc, concrètement, vous avez peut-être tous ici déjà entendu parler du concept de la nota de corte. Ça veut dire que c'est la note de la traduction littérale, ce serait la note de coupe. Donc, ça veut dire que si on est en dessous de cette note-là, eh ben, ce ne sera pas possible d'accéder à ce cursus-là. Prenons par exemple les études dentaires ou vétérinaires, qui font partie de celles qui sont les plus demandées en Espagne. Ces études-là, étant les plus demandées, font partie de celles qui vont avoir la nota de corte la plus élevée, ou presque, sur l'Espagne. Évidemment, les notas de corte diffèrent en fonction des universités et en fonction des communautés autonomes. Ça, il faut bien le garder en tête parce que sinon, ce serait beaucoup trop simple, évidemment. Donc, du coup, par rapport à ça, il va falloir faire, si vous avez un bac français, par exemple, on avait une question sur le bac français. Si vous avez un bac français, il va falloir faire donc cette fameuse homologation par la crédentiale de la UNED qui vous donnera votre note sur 10. Si vous voulez aller chercher des points supplémentaires pour espérer faire remonter cette note jusqu'à une note sur 14, il va falloir passer soit les PCE, du coup, si vous venez de l'étranger, soit les VAU ou la PAU, si vous êtes déjà en Espagne. Ces notes-là s'additionneront pour avoir une note sur 10 plus une note sur 4 pour obtenir la note la plus élevée possible sur 14. Est-ce que c'est clair pour vous, les auditeurs? Est-ce que vous voulez me préciser dans le chat si c'est assez clair pour vous? Ça m'a paru assez clair. C'est vrai que c'était une question que j'avais. Est-ce que ces notes de corte ou ces notes minimum par filière sont uniformes ou est-ce qu'elles varient en fonction des universités? Si je veux aller à Murcie, dans l'université publique, est-ce que je vais avoir la même note de corte en études vétérinaires que si je vais à Madrid ou à Barcelone? Visiblement, ce n'est pas le cas. Ça dépend, si j'ai bien compris, de la demande des étudiants à assister à ces filières-là. Et bien, plus il y a de demandes, plus la note minimum est élevée. Cette note de corte, on va l'obtenir donc en faisant la somme de notre note obtenue au baccalauréat avec son homologation via le PCE, c'est ça Oui, les PCE pour les étudiants étrangers, oui, tout à fait. Qui vont nous donner une homologation pour les étudiants étrangers de la note sur 10, à laquelle va s'ajouter la note sur 4 de l'épreuve d'accès à l'université. Évidemment, plus on a une note élevée, plus on aura de chances d'accéder au public. Et puis ensuite, il y a le système privé qui permet aussi de rebondir si on n'a pas la possibilité d'intégrer le public. Je récupère quelques questions au passage qui sont montées. Si les résultats du bac sont déjà bons, le PCE est-il obligatoire a-t-il lieu en espagnol, je pense Alors, oui, c'est un bon point. Les PCE sont forcément en espagnol, puisqu'en fait, c'est des examens qui vont porter sur l'équivalent du programme de terminale en Espagne, qui ne sont pas les mêmes que les programmes français. Donc, il va falloir déjà avoir une bonne maîtrise de la langue. Et pour prétendre rentrer dans les universités publiques, il faudra impérativement un certificat de niveau B2 de toute façon. Les résultats du bac sont déjà bons. On n'est pas obligé de passer les PCE, puisqu'en faisant la conversion avec la crédentiale de la UNED, on peut donc déjà obtenir une note. Parfois, certaines notas de corte ne sont pas extrêmement élevées, donc en ayant juste une note sur 10, ça peut suffire pour passer au-dessus de cette fameuse nota de corte et donc prétendre rentrer dans ce cursus-là. Ce sera concrètement, j'ai eu 16 au bac. J'ai eu 16 au bac. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'ai Ça dépendra des cursus, en fait, puisque chaque cursus va avoir sa propre note. Si c'est pour venir faire des études, par exemple, en AD, donc administration des entreprises,
oui, ce sera suffisant. Si c'est pour pouvoir venir faire médecine ou dentaire, ça risque d'être un peu limite. Il faudra probablement aller passer des PCE. Pour faire kiné, oui, ça peut suffire potentiellement. Ça dépendra des universités et des endroits où on va essayer de pouvoir rentrer. Un des critères spécifiques, c'est qu'en Espagne, on ne va pas forcément choisir du coup le lieu des études pour les universités publiques, puisque c'est la note qui va indirectement choisir pour nous. Ok. Virginie nous demande, est-ce qu'on peut passer ces tests plusieurs fois, les PCE? Oui, ces fameuses PCE, on peut les passer une fois par année. En fait, Virginie, c'est possible de les repasser, mais il ne faudra pas les passer plusieurs fois dans la même année. Ok. Et la confirmation n'est obtenue donc de la possibilité d'accéder ou pas à la filière choisie, n'est obtenue qu'au mois de juillet, demande un internaute. Alors, ça, c'est un peu spécifique, puisqu'en fait, le calendrier ici en Espagne n'est pas le même que le calendrier en France. Il n'est techniquement pas possible, ou en tout cas, c'est compliqué de pouvoir prétendre rentrer en université publique en Espagne l'année où on passe le bac. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les résultats du bac français sont obtenus généralement sur le début du mois de juillet, quand les épreuves d'inscription aux universités en Espagne, elles, ces fameuses EBAU, ont lieu début juin et que les étudiants ici en Espagne s'inscrivent dès fin juin dans les universités. Donc, c'est compliqué à faire la première année, en tout cas l'année où on a passé le bac, par rapport aux questions de timing et d'organisation et de préparation. Pour la conversion du bac, je pense que c'était peut-être sur ça que portait la question de la personne. Effectivement, il va falloir attendre d'avoir obtenu les résultats du bac avant de pouvoir demander la conversion. Oui, c'est indispensable en fait, puisque ça fait partie des éléments de base qui vont vous être demandés par l'AUNED pour pouvoir vérifier si oui ou non il vous délivre en fait cette autorisation de poursuivre les études supérieures en Espagne. Donc, il faudra impérativement avoir les relevés de notes du bac au minimum. Et pour ceux qui ont déjà passé leur bac les années précédentes parce qu'ils ont fait des passes, des LAS ou qui sont rentrés déjà en études supérieures en France ou ailleurs à l'étranger d'ailleurs, il est tout à fait possible de le demander, oui, sans forcément attendre le mois de juillet. Ça, ce n'est pas obligatoire si vous avez déjà le bac d'une année précédente. Ok, donc je pense qu'on a bien répondu sur cette question des échéances et de comment postuler avec la date à laquelle on obtient le bac français. Hein, si j'ai bien compris, il y a quand même un décalage entre le système français et espagnol à ce niveau-là. J'avais une question de Clotilde, je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Y a-t-il des cursus universitaires avec des années avec des universités étrangères autres qu'Erasmus? Oui, dans les universités privées, c'est possible. Vous allez avoir la possibilité d'avoir un certain nombre de doubles diplômes qui peuvent être proposés. C'est généralement plus présent dans les écoles privées que dans les universités publiques, mais c'est envisageable. L'Erasmus, oui, est aussi envisageable, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et après, ça dépend du cursus spécifiquement et des universités qui vont être choisies, Clotilde. Donc oui, c'est possible de faire 2 années en Espagne et une 3e année ailleurs. C'est souvent proposé, notamment dans le cadre de certaines écoles de commerce. On en a certaines spécifiques qui proposent des parcours à dimension très internationale. Certaines peuvent se faire 1 an dans chaque pays sur 4 années. D'autres peuvent proposer effectivement d'aller faire un échange d'une année complète ou plus à l'étranger. C'est très variable. On avait une étudiante en relations internationales qui, elle, a fait plusieurs fois des Erasmus, donc ce n'était pas des années complètes, mais c'est aussi possible de l'envisager, de le mettre en œuvre. Oui, c'est tout à fait faisable. Virginie demande, peut-on commencer en école privée et poursuivre dans le public? C'est compliqué. Techniquement, sur le papier, depuis les accords de Bologne, officiellement, c'est possible de faire des transferts de dossiers parce que ça fonctionne avec un certain nombre de crédits. Je ne sais pas si vous, les auditeurs, vous avez déjà entendu parler des crédits ECTS, qui sont la possibilité de compter au niveau européen, si vous voulez, la validité des diplômes. Généralement, on obtient 60 crédits par année et ça permet d'avoir une idée du nombre d'études qui vont avoir été faites. Ça, c'est sur le papier, parce qu'après, dans la réalité, les universités vont aller vérifier le nombre de crédits qui ont été validés, mais ça peut être des concepts différents qui auront été abordés lors de la formation. Prenons un exemple, je ne sais pas, peut-être un peu bête. On a fait de l'anatomie en France, dans une PASS ou dans une LAS, et on veut venir en Espagne et essayer de faire valider ces crédits-là pour pouvoir poursuivre sur une école publique ou une école privée ou même changer d'université. Ce qui va se passer, c'est que l'université elle va aller regarder le plan détaillé, le plan d'études détaillé pour savoir à quoi correspondent réellement ces concepts qui ont été vus dans telle ou telle matière. Admettons que dans cette matière-là, vous ayez vu les concepts A, C et F, mais qu'en Espagne, eux, pour valider cette matière, sur la première année, ils voient les concepts A, B et D. Du coup, cette matière-là, même si techniquement elle est validée et elle est reconnue, elle ne correspondra pas forcément exactement aux mêmes critères et aux mêmes conditions que ce qui a été fait en France.
Est-ce que c'était clair, du coup, cette réponse-là? Techniquement, c'est faisable. Dans la réalité, c'est compliqué. Écoutez, si Virginie qui a posé la question veut préciser et approfondir, qu'elle n'hésite pas à nous faire remonter la question. Moi, je reprends sur le fil de questions. Il y avait la question des échéances qui remontent et pour que ça soit bien clair, lorsqu'on passe le baccalauréat en France, sur la même année, c'est pas possible d'entrer dans l'université publique parce que si j'ai bien compris, les résultats du baccalauréat sont trop tardifs par rapport au rythme espagnol. En fait, ça va être lié à ça, oui. Donc, ça ne veut pas dire que c'est complètement mort, il faut être clair. Mais généralement, du coup, il y a moins de places qui restent disponibles. C'est sur les sessions de début septembre et c'est du coup plus compliqué à mettre en œuvre quand on parle d'un projet comme ça, qui est un projet d'expatriation, puisque les durées d'études en Espagne vont varier de 4, 5, 6 ans pour les équivalents des grades de licence, un peu si je compare ça avec la France, ou des équivalents en 5 ans de programme grande école ou master qui seraient délivrés en France. Donc, l'internaute qui a cette question sur les échanges demande la réponse en septembre. Donc, si on rentre dans un deuxième volet d'intégration où il y a moins de place, donc la réponse, on l'obtient en septembre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, c'est dans la deuxième possibilité, la deuxième vague. Ouais. Clotilde nous demande, est-ce que les universités en Espagne sont ouvertes aux IGCSE? Alors oui, si c'est ce que je pense, c'est donc le certificat des études secondaires diplôme britannique, donc plutôt anglophone. C'est une option qui peut être prise en compte. Après, il faudra voir avec la UNED pour l'homologation. C'est possible en fait de rentrer en université supérieure en Espagne, donc pour des études après le bac, avec tout ce qui va être des systèmes de reconnaissance européens, mais pas que. C'est aussi possible de venir étudier en Espagne en ayant fait des diplômes qui ne soient pas européens. C'est plus simple de faire la crédentiale avec la UNED quand on a un système éducatif européen. Donc, ça peut être l'IB, ça peut être les A-Levels, ça peut être le bac français, par exemple, qui sont généralement la plupart des systèmes ici en Europe. Mais c'est aussi tout à fait possible d'y accéder avec un autre système éducatif. C'est juste que les modalités seront légèrement différentes pour pouvoir faire la reconnaissance, si vous voulez, de ce fameux diplôme-là. Et donc, je réponds d'un coup aussi à la question d'Edouard, parce que pour entrer à l'université, oui, il va falloir faire homologuer le diplôme. Même si c'est un bac IB, pour le bac français, oui, ça fonctionne de la même façon, puisque c'est un système reconnu d'enseignement au niveau européen. Tout à fait, Edouard. Ok, on arrive à l'équinoxe de ce webinaire. Je reviendrai, Virginie, sur la question qui est en train de remonter. Simplement, j'aimerais qu'on aborde aussi comment bien se préparer pour venir faire ses études en Espagne, quelles sont les clés pour réussir son projet, et peut-être quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer. Vos questions, je ne les perds pas, je les vois remonter, on les garde sous le bras et on les fera remonter à Noémie pour bien répondre à tous vos doutes. Mais dans cette préparation, quelles sont les thématiques à ne pas laisser de côté, Noémie? Il y a plusieurs bonnes questions, je pense, à poser avant de se lancer. Ce qui est sûr, c'est qu'en Espagne, il faut, je pense, avant tout, avoir une idée claire de son orientation. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir peut-être un peu moins de voies générales. Il y en a plein. Mais par exemple, pour tout ce qui va être en études de santé, on ne passe pas par une première année générique avec, par exemple, ce fameux concours à la fin de l'année de passe. Si on veut faire des études en dentaire, on rentre en dentaire. Si on veut faire médecine, on rentre en médecine. Si on veut faire kiné, on rentre en kiné. C'est pareil pour les ingénieries. Les ingénieries sont généralement assez spécifiques. On n'a pas forcément des écoles d'ingénieurs comme en France, plutôt généralistes et qui se spécialisent. Après, vous rentrez directement. Si vous voulez faire ingénierie bioméca, vous rentrez en bioméca, etc. dès le départ. Donc, c'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir avoir une idée claire de ce qu'on a envie de faire plus tard. Ça, c'est vraiment la première bonne question. Ensuite, il va falloir se poser des questions spécifiques sur comment je fais pour choisir mon université, laquelle est la plus adaptée par rapport à mon parcours. Quelle ville est-ce que je vais devoir cibler en priorité? Il y a tout un tas de critères là, dans ces cas-là, qui sont à prendre en compte, sur lesquels nous, on peut vous accompagner pour vous expliquer déjà le niveau de reconnaissance du diplôme, quelles vont être les possibilités d'accès, est-ce que par rapport au dossier de l'étudiant, ça semble adapté? Il y a des universités plus ou moins sélectives quand même, il faut le savoir aussi. Est-ce que ça va être pratique pour rentrer chez moi selon où j'habite? C'est pas la même chose d'aller étudier peut-être à Santiago de Compostelle si c'est pour rentrer à Singapour qu'à Madrid ou Barcelone, qui sont des villes bien connectées au niveau international. Donc, il y a pas mal de critères qui vont être à prendre en compte. Si je comprends bien, de toute façon, les universités, c'est un peu à la carte, les critères varient en fonction d'une université à l'autre. Est-ce qu'il y a des universités et des filières qui sont plus prisées par les étudiants étrangers? Pourquoi? Est-ce qu'il y en a que vous recommandez?
Alors oui, il va y avoir deux, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais les deux systèmes, soit l'accès public, soit l'accès privé. Dans le public, les accès publics vont être conditionnés notamment par la fameuse nota de corte. Dans le privé, chaque université a son propre processus d'admission. Donc oui, les critères vont changer. Les critères vont aussi changer en fonction des filières. Tu posais la question, Vincent, quelles sont les filières les plus prisées par les étudiants étrangers ? On a très souvent associé l'Espagne à des bonnes options de formation pour tout ce qui était en lien avec les milieux médicaux, paramédicaux. Donc, je l'ai dit brièvement, médecine, dentaire, kiné, veto, font partie de celles qui ont un historique assez, j'ai envie de dire, grand et qui, du coup, font que ça continue à fonctionner de cette façon-là. Mais en Espagne, il est possible de se former dans tout type de domaine. Les ingénieurs espagnols sont très renommés au niveau européen et international, même, ont des très bons débouchés professionnels ensuite sur le marché de l'emploi. Il y a d'excellentes formations en design, de très, très bonnes écoles de commerce, d'excellentes formations en ingénierie. Il y a beaucoup de formations qui proposent des diplômes, voire des doubles diplômes en relations internationales. Donc, il y a vraiment une multitude de possibilités, même si aujourd'hui, les filières les plus prisées restent quand même celles en lien avec la santé. Ça monte de plus en plus sur des formations, par exemple, comme l'architecture aussi, qui est très compliquée en France et qui propose ici des formations d'excellente qualité. Le design, l'ingénierie, il est vraiment possible de se former dans tout type de domaine. Y a-t-il des équivalents de grandes écoles en Espagne, style des écoles de commerce ou d'ingénieurs de haut niveau, et où est-ce que les meilleures formations sont à l'université, demande Emmanuel. Ça dépend, Emmanuel. Il va y avoir certaines universités dans les universités publiques qui sont extrêmement reconnues et qui, elles, vont faire partie de celles qu'on peut appeler l'équivalent des grandes écoles. Et après, il y a des écoles de style privé ou des universités privées qui, elles, vont être très reconnues aussi. Donc, ça dépend vraiment de ce qui va être recherché. Mais il y a les deux options, oui. Et ça cohabite sans problème en Espagne. Et vous faites des recommandations, vous, sur certaines filières? Est-ce qu'il y a des établissements qui sont… Oui, il va y en avoir plein. Et c'est là où, en fait, c'est un peu spécifique puisqu'on ne peut pas recommander la même chose à Emmanuel qu'à Elodie, qu'à Virginie ou qu'à Clotilde. Parce qu'en fait, c'est là où on va adapter en fonction de leurs critères à eux, que ce soit les critères perso, de choix, de type de cadre d'études, de lieu d'études, de budget, parce que forcément, le budget est un critère à prendre en compte aussi au moment des choix dans les formations. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui va être adapté en fonction des possibilités de chacun. Je peux citer quelques grandes écoles, par exemple, sur tout ce qui est école de commerce, dans les écoles privées. Vous avez probablement tous entendu parler de l'IE, qui est très active en termes de communication. L'ESAD fait partie des écoles qui sont régulièrement mentionnées comme faisant partie des meilleures écoles du monde. Il y a tout un réseau après d'universités plus spécifiques en fonction de ce que le jeune va rechercher ou pas, certaines un peu plus axées sur tout ce qui peut être en lien avec l'entrepreneuriat. Donc, il y a vraiment tout un maillage différent d'écoles et c'est là, quand on comprend un peu le projet spécifique de chaque étudiant, qu'on peut faire des recommandations qui vont être des recommandations adaptées et personnalisées en fonction du dossier de chacun. Donc, on reviendra tout à l'heure sur votre accompagnement, mais si je comprends bien, votre accompagnement, c'est justement de bien comprendre les spécificités de l'étudiant, ses besoins, ses attentes et voir comment le conseiller au mieux pour le choix, notamment de son université et de sa ville de destination. Je continue sur le fil des questions qui nous arrivent dans le chat. Clotilde demande, est-ce que les diplômes espagnols sont reconnus dans le monde ? Oui, les diplômes espagnols sont reconnus. Alors, par principe et officiellement, ce sont des diplômes qui sont valables au niveau européen. Par contre, attention, Clotilde, certaines professions sont des professions réglementées. C'est le cas, par exemple, des domaines de la santé ou de l'architecture. Et là, il est possible, parfois, selon les pays, d'avoir besoin de passer par des systèmes d'équivalence. Je parlais de l'architecture tout à l'heure. Il y a des diplômes ici en Espagne qui proposent des accréditations qui sont reconnues aux États-Unis, qui leur permettent d'exercer directement sans passer par cette équivalence-là. Mais si vous n'avez pas cette accréditation-là, à ce moment-là, il va falloir faire une accréditation pour pouvoir exercer, par exemple, aux États-Unis. Donc, ça dépend des matières, j'allais dire, en tout cas des cursus et des pays. Et Emmanuel revient sur cette spécificité française des grandes écoles, comme HEC ou Polytechnique. Et lui, il se rattache au classement des meilleurs sites pour étudier en Espagne, en disant que c'est surtout les universités, donc si j'ai bien compris, publiques, qui sont en haut des classements en Espagne. Alors, ça peut être des publics, ça peut être des privés, ça va dépendre, mais c'est vrai qu'en fait, le côté grande école, comme on l'entend en France, n'existe pas forcément ici, mais ça va se rapprocher de ce système-là dans certaines universités privées. Oui, c'est là où c'est un peu entre les deux.
HEC et Polytechnique spécifiquement, ça n'existe pas exactement de la même façon. Par contre, vous allez trouver des choses comme par exemple SAD, souvent au déclassement. Sur tout ce qui est ingénierie, vous allez retrouver la Complutense, par exemple, aussi à Madrid. C'est très variable. Pas de concours d'entrée, c'est pas ce que j'ai dit, Emmanuel. Chaque université va avoir ses propres conditions d'accès et du coup, mécaniquement, les tests d'admission qui sont proposés aux étudiants, ils vont prendre en compte, oui, effectivement, une partie du dossier, mais ils vont aussi leur faire passer un certain nombre d'épreuves qui vont compter dans la note finale de l'évaluation du dossier, qui permettront donc de classer les étudiants et de proposer des places généralement aux meilleurs étudiants. Émilie nous demande… la question, Emmanuel ? Je pense que oui, mais sinon, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, je reprends un petit peu des questions que j'ai laissées là sous le coude, qui reviennent un petit peu sur des sujets qu'on a évoqués au préalable, mais je ne voudrais pas les oublier. Émilie nous dit ma fille était au lycée français de Madrid. Bonjour Émilie. Devons-nous faire quand même homologuer le bac? Quid du délai d'inscription aux universités? Ça dépend, Émilie. Est-ce que votre fille, elle va faire que le lycée français ou est-ce qu'elle passera aussi le bachillerato? Moi, à l'époque, j'étais au bac, en terminale à Madrid aussi au lycée français et du coup, j'ai passé les deux. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte aux étudiants. Donc, il est techniquement possible de faire les deux aussi. Et pour le délai d'inscription aux universités, si elle fait le bachillerato, elle aura déjà le retour, du coup, dans des dates qui lui permettront de candidater aux universités publiques. Si c'est pour des universités privées, il n'y a pas de souci, vous serez encore dans les temps. Attention par contre aux dates de candidature pour les universités privées. Il y a déjà un certain nombre de cursus qui sont complets pour la rentrée 2026 en Espagne déjà dès maintenant alors qu'on est tout début décembre. Donc, laissez pas passer trop de temps si vous êtes intéressé par certaines universités spécifiques. Et ça nous amène assez naturellement vers les doubles diplômes et le bachi-bac. Emmanuel demande, y a-t-il un avantage au bachi-bac? Alors, le bachi-bac, effectivement, déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Le bachi-bac permet d'obtenir l'équivalent d'un bac français et l'équivalent d'un bac espagnol. Typiquement, le bachi-bac permet pour des étudiants en Espagne qui sont scolarisés dans des systèmes locaux et pas dans des établissements reconnus, par exemple à EFE, de pouvoir ensuite candidater à des universités en France et donc poursuivre leur parcours d'études en France. Donc, le double diplôme, oui, est reconnu dans les deux pays. Techniquement, dans la réalité, vous allez avoir des petites choses qui manquent quand même un peu du côté du bachi-bac pour l'Espagne et quand même du côté de la France quand vous le faites en français. C'est un avantage parce que vous allez avoir quand même un meilleur niveau de langue. C'est clair que si vous faites une scolarité classique. Est-ce que les écoles françaises voient vraiment un avantage à ça? Moi, chaque année, j'accompagne des jeunes qui ont passé des bachi-bac en Espagne et qui cherchent à repartir faire des études en France. Et quand les dossiers sont bien préparés avec des écoles qui sont adaptées à leur projet, c'est plutôt un avantage parce que ça montre quand même une ouverture ou en tout cas un critère de différenciation. Il est possible aussi de faire des bachi-bac en France, du coup, pour pouvoir venir poursuivre ses études supérieures en Espagne. Mais ça ne sera pas suffisant pour dire, voilà, j'ai un bachi-bac, donc je suis dispensée, par exemple, de passer les tests de langue. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, par exemple. Merci, Noémie. J'ai une question d'Élodie, je te la fais remonter. À quoi correspond admission marque 8.626 ou 8626? Combien dois-je avoir au bac pour éviter de passer les PCE? Donc, on revient sur un sujet au préalable, mais je l'avais laissé, elle est arrivée un peu tard la question. La Polytechnique de Barcelone me demande uniquement le numéro par an. Et en fait, ça va correspondre, ce 8,626, c'est l'équivalent de la nota de corte dans ce cursus spécifique de l'école polytechnique de Barcelone. Donc, c'est pas si simple que ça de savoir quelle note je dois avoir eu au bac, parce qu'en fait, au moment de la conversion, il va y avoir un système de pondération qui va être mis en compte. C'est pas genre, il faut avoir au moins 16,5 parce que vous allez diviser par 2. C'est pas aussi simple que ça, Élodie. Et à ce moment-là, il faut voir du coup ce que donnera le bac. Je sais pas si il ou elle l'a déjà. Le bac pour avoir une idée si c'est envisageable ou pas. Et le numéro de la PAU, justement, ce fameux PAU, ce serait les 4 points supplémentaires obtenus aux examens d'accès à l'université. Voilà, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Clotilde rebondit. Aux Pays-Bas, les universités se retrouvent submergées en quelques années. Est-ce que c'est la même situation en Espagne? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes pour peu de places? Ça dépend des cursus, Clotilde. C'est vrai que l'Espagne, on l'a dit en préambule, ça fait longtemps qu'ils attirent des étudiants étrangers par rapport à tout ce qui va être la combinaison de la qualité de la formation, le cadre de vie, l'environnement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit sur certains cursus, il y a énormément de demandes pour très peu de places. C'est pas le cas de tous les cursus. Il y a des cursus pour lesquels il y a largement de la place. C'est tout à fait possible de venir se former. Il y en a d'autres pour lesquels ça devient de plus en plus concurrentiel. J'ai cité le cas du dentaire tout à l'heure.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Espagne, il n'y a même pas 3000 places de formation en dentaire en cumulant les places qui sont disponibles dans les universités publiques et dans les universités privées, sachant qu'il y en a beaucoup plus dans les universités privées que dans les universités publiques. Donc forcément, par rapport au nombre d'étudiants déçus ou au nombre d'étudiants à l'international qui souhaitent venir se former en Espagne, en plus des étudiants espagnols, ça crée beaucoup de concurrence. Et donc, c'est ce qui explique que certains cursus soient déjà remplis. Mais ce n'est pas le cas pour tout. Il y a de la place en ingé, il y a de la place en design, il y a de la place dans plein de cursus, en kiné. C'est vraiment variable en fonction du type de cursus qui va être le cursus qui vous intéresse, Clotilde. Bon, super, Noémie. J'essaye vraiment de répondre à toutes vos questions. Ça fait qu'on fait un petit peu des allers-retours des fois. J'en suis désolé si c'est dans le désordre, mais au moins, Noémie, c'est notre experte, on l'a sous la main. On ne veut vraiment pas laisser passer une question sans y répondre. Moi, j'en avais une plus générique. Quels sont les pièges fréquents à éviter lorsque l'on prépare un projet d'études en Espagne? Je dirais de regarder d'abord le cadre de vie et la destination avant de se concentrer vraiment sur l'objectif final, en fait. Si vous voulez, nous, quand on accompagne les étudiants, on ne cherche pas juste à les inscrire dans une première année d'université. On va chercher à mettre en œuvre tout un accompagnement et des conseils qui vont leur permettre d'aller au bout, donc vers l'objectif qui s'était fixé. Si leur objectif, c'est de devenir ingénieur, de pouvoir les accompagner pour trouver la meilleure école qui va leur permettre d'arriver jusqu'au bout et de finir diplômés et d'avoir donc du coup une bonne insertion sur le marché professionnel par la suite. Donc, en fait, les étapes clés, les pièges, ça va être de se dire, non, mais moi, j'ai un copain qui est rentré dans cette université-là, donc je veux absolument partir dans cette université-là. C'est possible que cette université-là, spécifiquement, ne soit pas du tout adaptée au projet de votre enfant. Donc, il faut bien prendre le temps de regarder, savoir si c'est vraiment ce qui va correspondre par rapport à son projet, à ses envies et à ce vers quoi il a envie de se projeter. Ok. Tu veux peut-être nous parler justement de votre accompagnement, rentrer un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Comment ça se déroule? Quelles sont les étapes? Oui, bien sûr, je peux expliquer un petit peu. Alors, du coup, en tant qu'expert des études en Espagne, nous, avec FE Éduc en l'occurrence, on va vous proposer des accompagnements qui vont être avant, pendant et après le projet. C'est-à-dire qu'on va faire des rendez-vous individuels, personnalisés, où justement, en fonction du dossier scolaire et des envies du jeune, on va faire la liste des universités qui semblent être les plus adaptées pour la réalisation et la réussite de ce projet-là. On vous donne accès à énormément d'informations. Il y a des réunions d'information collective générale qui sont à disposition toutes les semaines. Et surtout, derrière, une fois qu'on a défini ensemble le projet qui va être le plus adapté, on va vous expliquer comment ça se passe. Vous l'avez compris si vous êtes là depuis le début, mais chaque université a sa propre procédure d'admission ou alors les notes peuvent varier pour l'accès à l'université publique. Et donc, c'est en ça que vous allez gagner du temps parce que vous allez avoir un interlocuteur unique, francophone ou hispanophone ou anglophone, en fonction de là où vous venez, qui va pouvoir vous accompagner et vous aider pour savoir, OK, concrètement, pour cette université, quand est-ce qu'il faut que je candidate et qu'est-ce qu'il va falloir que je prévoie? Quelles sont les pièces pour le dossier? Qu'est-ce qu'il va falloir que j'apporte? À quel moment ça se passe? À quoi est-ce que je dois m'attendre? Quels sont les types de tests qu'on va me demander? Donc ça, c'est le genre d'accompagnement qu'on va pouvoir vous proposer. Vous allez avoir un interlocuteur unique du début à la fin de votre projet pour vous aider non seulement sur la partie, on va dire, administrative, mais comme FE Éduc, ça fait plus de 12 ans que ça existe et qu'il y a plus de 10 000 étudiants qui ont été accompagnés depuis le début, il y a aussi un réseau de partenaires fiables sur lesquels on s'appuie, nous, pour vous aider, par exemple, dans tout ce qui va être recherche de logement, parce que ce n'est pas des choses qu'on gère directement, tout ce qui va être assurance, parce qu'on parle quand même d'un projet d'expatriation, venir faire des études, c'est 4, 5, 6 ans en Espagne, donc ça demande de mettre en œuvre un certain nombre de démarches administratives pour lesquelles on va aussi vous accompagner, en vous fournissant notamment la liste de contacts fiables sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Et à partir de quel moment c'est pertinent de vous contacter pour initier cet accompagnement, notamment l'année du baccalauréat ou est-ce qu'il y a une période vraiment clé? Ça dépend un peu des projets, mais j'ai envie de dire, il n'est jamais trop tard. Au contraire, plus ça va être tôt, plus on va pouvoir adapter nos recommandations et nos conseils, parce qu'on a parfois des jeunes qui nous contactent en seconde, en première. Ça leur laisse le temps de bien se préparer. En fait, certaines universités vont avoir des critères qui vont être des critères en lien, par exemple, notamment avec le niveau de langue. C'est sûr que si vous nous contactez sur l'année de la première, vous allez avoir plus le temps de mettre en œuvre les efforts nécessaires ou en tout cas les conseils qu'on va vous donner que si vous nous contactez au mois de mai de l'année de la terminale. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ça, c'est clair. Après, nous, on accompagne des étudiants qui sont des étudiants soit effectivement en terminale, soit déjà en études et qui cherchent à faire de la réorientation, voire même de la reconversion. On avait tout à l'heure une des questions sur ça. C'est des choses qui sont tout à fait envisageables et possibles en Espagne. Donc, il n'est jamais trop tôt pour commencer à se faire accompagner. Il est parfois un peu tard, mais ça, on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas fait les points avec vous. Donc, dès que vous avez des envies de partir faire des études à l'étranger, le mieux, c'est que vous nous contactiez pour qu'on puisse faire le point ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement de FE Éduc, c'est un accompagnement
qui est valable à vie. Et quand on dit qui est valable à vie, ça veut dire que en fait, vous allez payer une seule fois des frais de dossier pour pouvoir vous inscrire sur la plateforme et avoir accès à un certain nombre d'informations qui sont réservées aux membres premium. Mais si le projet n'aboutit pas cette année parce que finalement, le jeu n'est pas prêt ou qu'on choisit de partir ailleurs ou de faire différemment, l'année d'après, vous pouvez parfaitement nous recontacter pour qu'on puisse vous accompagner. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il n'est jamais trop tôt parce que vous allez avoir accès à un certain nombre d'informations suffisamment en amont pour bien préparer votre projet. Et votre accompagnement, si je ne me trompe pas aussi, Noémie, il est réel après l'installation du jeune dans le pays, puisque vous continuez à bien garder le contact, à faire des suivis et à regrouper ces jeunes aussi tout au long de leur cursus, à les intégrer lors de leur arrivée. Bon, il y a toute vraiment une proximité de la part de FE Éduc avec ces étudiants en Espagne. C'est vrai, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs fois déjà, nous, on est régulièrement sur le terrain pour aller voir les campus, connaître nos universités, savoir comment se passe le retour de nos étudiants. On organise, pour ceux qui arrivent, ce qu'on appelle nos journées d'accueil, donc début septembre, pour permettre aux jeunes de rencontrer d'autres jeunes comme eux qui débarquent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. On organise en février les journées portes ouvertes pour que les familles puissent venir visiter les différents campus et échanger justement avec des étudiants déjà sur place dans les campus qui les intéressent. Et puis voilà, nous on fait régulièrement des visites au fur et à mesure de l'année sur le terrain pour pouvoir aller recueillir effectivement leurs informations. On accompagne aussi dans les démarches ensuite de retour en France. Comment est-ce qu'on fait pour exercer quand on a obtenu un diplôme dans ce pays-là, par exemple, pour pouvoir ensuite pratiquer, par exemple, en France. Ça, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, on est présent tout au long de la scolarité. Ouais. Vous accompagnez combien d'élèves, combien d'étudiants tous les ans ? Je crois que l'année dernière, on a fait plus de 3000 familles. Sur 12 ans d'expérience. Allez, il nous reste 5 petites minutes pour terminer ce webinaire. N'hésitez pas, c'est le moment de poser vos questions à Noémie. Isabelle, je reprends celle qu'on n'a pas traitée. Isabelle nous demande, est-ce qu'un GPA américain et plus un SAT, je suis désolé, moi, je suis vraiment pas spécialiste, donc sont pris en compte lors du dépôt de dossier avec un IB? Alors oui, ça peut être pris en compte, Isabelle, ça dépendra du cursus et de l'université. Ça peut effectivement être pris en compte. Le SAT peut être regardé. Là encore, ça va dépendre des universités et du cursus. Mais oui, c'est possible. Ok. D'autres questions, n'hésitez pas. En attendant, je vais peut-être demander à Noémie de nous dire quels sont les retours que vous font les étudiants que vous avez accompagnés, quels sont un petit peu les atouts qui font valoir sur votre accompagnement. Est-ce que vous avez des exemples de l'accompagnement qui ont été des success stories? Oui, on en a plein et c'est vrai que c'est aussi ce qui fait plaisir au quotidien. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeunes qui, par exemple, veulent absolument faire des études de vétérinaire et qui, malgré d'excellents résultats au bac en France et des prépas par la suite, n'ont pas réussi à accéder à ce cursus-là et qui, depuis, sont devenus vétérinaires en Espagne avec du coup des stages pratiques et ont pu avancer. On a aussi des cas d'étudiants qui ont fait, par exemple, des études de kiné, qui voulaient absolument travailler dans le milieu du sport. Et on a un étudiant particulièrement qui, après ses études de kiné, a effectué un master pour se spécialiser et a la possibilité aujourd'hui, enfin d'ailleurs, le kiné de l'équipe de rugby à 7 d'Espagne, après avoir travaillé pendant 2 ans dans une équipe de foot du Calcio en Italie. Donc, on a vraiment des jeunes qui arrivent à mettre en œuvre les projets qui les intéressent, qui les font vibrer. Ça demande du boulot, oui, c'est clair, parce que ça, c'est un point dont on n'a pas parlé, mais les diplômes en Espagne ne sont pas des diplômes qui sont donnés, c'est des formations qui peuvent être payantes, c'est vrai, mais les universités vont quand même attendre du boulot personnel de la part des étudiants, ça c'est certain. Et c'est sûr que ça fait plaisir de voir que ces jeunes-là ont réussi à accomplir ce qui a été leur rêve pour certains pendant une grande partie de leur vie. On parle souvent des différences entre le système éducatif français et le système éducatif espagnol avant le bac, avec toute la question de l'esprit critique à la française et puis de l'apprentissage un petit peu plus sur du par cœur côté espagnol. Au niveau des universités, est-ce qu'on retrouve cette différence ? On va avoir des différences. L'approche pédagogique est différente, c'est sûr, en Espagne, par rapport à ce qu'on peut connaître en France, notamment dans les universités privées. Vous ne trouverez pas ou rarement des cours en amphi de 450 personnes pour intégrer réellement du cours théorique. Il y a une grosse partie de la pédagogie qui met en œuvre la pratique dès le début de la formation pour les jeunes en Espagne. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir des différences assez conséquentes dans la façon d'apprendre. Les profs dans les universités en Espagne sont généralement des profs qui connaissent leurs étudiants, qui ont du temps disponible.
En Espagne, vous n'êtes pas juste un numéro dans un amphi. Alors, parfois, dans les universités publiques, oui. Dans les universités privées, non, parce que les profs vont connaître les élèves avec lesquels ils vont évoluer. C'est des apprentissages en petits groupes, de façon encadrée. Dans les universités privées, très souvent avec du matériel qui est à la pointe en termes de technologie. Donc, c'est vraiment des formations qui sont différentes. Est-ce que tu veux faire un petit mot de la fin, Noémie? Il nous reste 3 minutes. Une conclusion sur ce que vous êtes, sur comment vous voyez cette possibilité de faire ses études en Espagne, notamment en tant qu'expatrié. Et rappeler simplement, et je recollerai tout en fin de chat, qu'on a mis tes coordonnées pour qu'on puisse vous contacter. Oui, bien sûr. Alors moi, je pense que c'est vrai que les études en Espagne particulièrement, je pense qu'on l'a vu avec les profils des personnes qui sont là aujourd'hui, c'est une excellente opportunité pour pouvoir se former avec des diplômes de qualité, préparer au mieux son entrée sur le monde du marché laboral, j'ai envie de dire, au niveau global. C'est une excellente étape de formation, surtout quand on a déjà connu un parcours à l'international. Ça permet de garder un pied dans l'international, mais de se rapprocher quand même de l'Europe. Ce qui est certain, c'est que, voilà, on l'a dit au début, mais l'Espagne, c'est un excellent rapport qualité-prix en termes de formation, avec des formations qui sont reconnues, qui sont, pour certaines, très reconnues au niveau international et qui, du coup, vont équiper les jeunes de la meilleure façon possible pour commencer leur début de vie professionnelle. Merci Noémie, merci beaucoup. Je termine rapidement de mettre tes coordonnées en fin du fil de chat. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vous rappelle que vous recevrez dans la foulée sur votre email un courrier de notre part avec le lien pour revisionner l'intégralité de cette vidéo qu'on va monter sur YouTube. On va faire aussi un article qu'on publiera très prochainement dans le petitjournal.com pour que vous puissiez avoir accès à un résumé de ce qui a été évoqué ici. N'hésitez pas à partager évidemment toutes ces informations et comme je l'ai dit, à contacter Noémie si vous avez des questions plus précises sur vos projets, votre projet ou celui de votre enfant. Il y avait une dernière question, j'y repense, je vais essayer d'y remonter très rapidement. Noémie, excuse-moi, c'était en tout début de chat, une personne qui avait un projet sur un projet de reconversion professionnelle. Est-ce que vous avez des expériences éventuellement? Ouais, ça dépend du cursus, mais oui, c'est tout à fait possible. On accompagne chaque année des gens qui sont en reconversion professionnelle. Il y a 3 ans, on a un jeune étudiant kiné de 42 ans qui est rentré pour se former à Alicante. Donc oui, c'est tout à fait possible. Voilà, je suis désolé, Jérôme, j'ai repris un peu tardivement la question qui est arrivée en tout début de chat. Mais donc, c'est possible et vous pouvez apporter des solutions à ce sujet-là. Super, très bien. Merci beaucoup, Noémie. Merci à tous les internautes de nous avoir suivis jusqu'au bout. Bonne continuation à tous et à très bientôt sur le petitjournal.com. Merci à tous.